Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Bonjour et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. On est un peu dans une semaine à trous, mais pont ou pas. On est au rendez-vous avec un nouveau thème, la dépendance affective. Le titre peut faire peur, mais c'est ce que nous vivons parfois au quotidien. Exemple, ma mère me gonfle, mon mari ou ma femme m'étouffe et mes enfants me bouffent. Quant à mes amis, ils estiment qu'ils peuvent m'appeler 24 heures sur 24 juste pour pleurnicher. Alors si vous avez bon à une seule de ces cases, notre thème vous concerne. On va en parler avec nos invités. Eudes Semeria, psychologue, son livre Le harcèlement fusionnel vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et on sera également avec Pascal Piquet, spécialiste de la dépendance affective. Son livre Le syndrome de Tarzan aux éditions Béliveau raconte son expérience personnelle, trompée, ruinée par les hommes de sa vie. Elle s'est demandé pourquoi est-ce qu'elle attirait toujours le même profil. Elle en a fait un livre qui est devenu un best-seller. Au programme également tous nos rendez-vous. Dans un instant, le à la une avec Elisabeth Assayag. Et comme tous les jours, on terminera l'émission, bien sûr, avec Anne Cazobon. Bonjour Anne. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Et aujourd'hui, comme c'est mercredi, le jour des enfants, on joue. Oui, c'est bien connu, tout passe par le jeu, même les messages adressés aux parents ou aux enfants. Alors aujourd'hui, je vous propose de traiter de développement personnel tout en s'amusant en famille grâce à la boîte de com en famille, donc un jeu de société. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur europe1.fr en direct. Vous le savez, vous pouvez nous réécouter également quand vous le souhaitez en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et on est ravis. Vous pouvez réagir bien sûr pendant l'émission sur les réseaux sociaux avec vos commentaires, le hashtag LVDS ou encore sur Facebook. La vie devant soi du mercredi, c'est parti. La vie devant soi sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de dépendance affective, témoignages et explications. Et on va voir justement avec l'un des témoignages tout ce qu'on est capable d'accepter par amour. La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin. Et cet après-midi, on parle de dépendance affective avec nos invités. Eudes Semeria, psychologue, son livre Le harcèlement fusionnel vient de sortir aux éditions Albin Michel. Et on est également avec Pascal Piquet, coach spécialiste de la dépendance affective. Son livre Le syndrome de Tarzan raconte son expérience personnelle, son vécu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans votre vie affective, Pascal, il y a souvent eu de mauvaises pioches. On va en parler dans l'émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je voudrais qu'on commence avec un chiffre. Eudes, vous dites dans votre livre que la dépendance affective ne concernerait que 0,5% de la population. J'ai l'impression qu'on dit là une bêtise parce que pour moi, le chiffre est beaucoup plus important. Alors il y a une petite confusion. En réalité, les 0,5% sont indiqués par le DSM-5, qui est un manuel des troubles mentaux. Et il parle de la personnalité dépendante. C'est pas tout à fait la même chose que dépendant affectif. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais non, les dépendants affectifs, c'est une très très grosse partie de la population. Alors, déjà, premier point, une définition. La dépendance affective, c'est quoi? Et est-ce qu'elle peut revêtir plusieurs formes? Bien sûr, la dépendance affective, c'est une incapacité à faire confiance au lien à l'autre. Et donc, essentiellement, une peur de l'abandon, une peur de la séparation. Et donc, une incapacité à vivre sa propre vie et de vivre autrement qu'à travers les autres. Voilà. On ne s'intègre qu'au scénario qu'a écrit quelqu'un d'autre. On est incapable d'écrire le scénario de sa propre famille ou de sa propre histoire. C'est ça. On n'a pas de projet, on vit à travers les autres, on attend tout des autres, y compris un sens à sa vie. Donc si l'autre disparaît, c'est l'effondrement. Est-ce qu'on est de plus en plus dépendant affectif? Une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, est-ce qu'on se dit que là, plus les années passent et plus on va se trouver englué dans cette dépendance? Oui, si on fait rien pour en sortir, c'est quelque chose qui peut devenir dramatique, tout à fait dramatique, parce que moi je constate en séance que ça mène inéluctablement aux crises d'angoisse, puis à la dépression, puis éventuellement à des choses un peu délirantes, peut-être des maladies comme la bipolarité par exemple, j'en traite. Donc si on fait rien pour en sortir, c'est vraiment une spirale descendante. Vraiment. Alors le but de cette émission cet après-midi, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour enrayer cette spirale. C'est vrai que pendant de longues années, la psychologie s'est intéressée à la personne qui est dépendante, en laissant de côté tous ceux qui sont un peu pris au piège de cette dépendance affective et qui pendant des années se retrouvent complètement piégés, englués eux aussi. C'est ça, et c'est assez paradoxal parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les aidants, en tout cas moi je les appelle des aidants, qui donc doivent porter un proche qui s'effondre, qui n'arrive pas à faire sa vie, etc. C'est aussi un dépendant affectif en réalité, sauf qu'il l'est sur le mode un peu plus contrôlant
Donc ça passe inaperçu puisque il est capable d'avoir un métier, d'assumer ses responsabilités, mais il tient l'autre de la même manière que le dépendant, celui qui est dépendant pour combler sa vie, enfin pour donner un sens. C'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Exactement. Moi, il y a un lien très fort qui se crée entre les deux et on se dit, entre les deux ou avec plusieurs personnes, et on se dit qu'on va avoir vraiment du mal à s'en sortir. C'est ça, c'est une codépendance. Ça c'est très important parce que moi je parle de harcèlement fusionnel, mais il n'y a pas de harceleur d'un côté et d'une victime de l'autre. Il y a vraiment deux personnes codépendantes, chacune sur son mode, et qui n'arrivent pas à se lâcher en fait. Alors c'est le harcèlement fusionnel, cette dépendance fusionnelle affective se met en place assez insidieusement. Vous dites que l'une des façons de la mettre en place, c'est la dramatisation, c'est les appels au secours, c'est ceux qui vous disent oh, non mais il faut que tu viennes parce que là je suis au bout de ma vie, réponds-moi, je t'en prie, c'est hyper urgent. Il y a un côté Sarah Bernard. Et il y a un côté très très exagéré, souvent avec une mise en scène parfois très élaborée. Comme je le montre dans mon livre, des gens qui font semblant d'être, qui racontent qu'ils sont atteints de cancer, du sida, enfin tout ça, il faut d'avoir eu des accidents, d'être dans le coma. Ça peut être, mais là c'est des cas extrêmes, c'est pas toujours le cas. Souvent, dans des cas disons moins sévères, c'est un mal-être diffus qui fait que vous vous sentez obligé d'intervenir, souvent parce que il y a une amitié ou il y a un lien de famille, ce qu'on appelle la loyauté familiale, qui fait que vous pouvez pas vous défiler. Vous êtes obligé au début. On a été élevé comme ça. Depuis qu'on est petit, on nous a expliqué, on est une famille, donc forcément on est solidaires les uns des autres. Absolument. Et puis parfois, c'est les parents qui disent à leurs enfants, non mais attends, avec tout ce qu'on a fait pour toi, tu pourrais quand même être présent, me répondre, m'aider. Et là, on est vraiment piégé parce que on est coupable si on n'accepte pas. C'est ça. Il y a une énorme culpabilité si je travaille là-dessus avec des personnes qui sont effectivement piégées par des proches. Et commencer à lâcher prise sur ses proches, c'est une énorme culpabilité. Au début, on a l'impression d'être dans la trahison, pure et simple. Pascal Piquet. Oui, bonjour. Eh bien, je l'ai vécu puisque j'en ai fait un livre, Le syndrome de Tarzan. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux facettes en ce qui me concerne que j'ai identifiées. C'est qu'il y a la dépendance affective et la dépendance émotive. C'est-à-dire que la dépendance émotive, c'est d'être émotivement dépendant d'un autre être humain. Et pas uniquement d'un conjoint, ça peut être émotivement dépendant des parents, émotivement dépendant des enfants, des inconnus, des amis. Et la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui provoque un grand vide à l'intérieur et qui pousse dans les addictions. Donc il y a des personnes qui sont dépendantes de l'alcool et de la drogue mais qui ne sont pas en relation. Et il y a des personnes qui sont en relation, qui ne sont pas dépendantes de substances et qui sont dépendantes des autres. Et il y a des personnes qui vivent les deux. Une dépendance à une substance et une dépendance à l'être humain. Alors, vous avez raison, moi c'est pour ça que je ne parle pas de harcèlement affectif. Je parle de harcèlement fusionnel parce que être fusionnel, ça déborde très largement l'affectivité, comme vous le dites. C'est-à-dire, c'est à la fois un refus de grandir, de s'assumer comme adulte, c'est un refus. C'est pas un refus, c'est simplement qu'on est mal programmé et qu'on n'a pas développé notre confiance et notre estime parce que les parents n'ont pas pu ou n'ont pas donné la reconnaissance, l'affection et la protection. C'est ce qui développe la confiance et l'estime. Donc, en carence affective, c'est pour ça dépendance affective, en carence affective dans l'enfance, on ne grandit pas. C'est-à-dire que le corps grandit, on devient un adulte physiquement, mais la croissance affective se bloque. Et c'est ce qui fait que vous souleviez le problème de la bipolarité. En fait, j'ai failli tuer mes deux conjoints. Donc, et je ne suis pas bipolaire, c'est simplement que j'étais au bout du rouleau. On m'a poussé, nous sommes poussés, parce que c'est tout à fait, vous avez raison, une équipe, ça se joue par équipe de deux. Oui. Et moi, je dis qu'il y en a un, j'ai donné des noms, c'est le desperado et le trou noir affectif. C'est-à-dire que le desperado, c'est celui qui donne désespérément dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. C'est l'amour. Et il tombe sur le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, qui lui prend tout. Et la dynamique s'installe de cette façon, et pas uniquement dans les couples. Il y en a un qui donne et l'autre qui prend. Alors dans un instant, on va continuer bien sûr à parler de harcèlement fusionnel, de dépendance affective avec nos invités. Et on sera avec Faustine, elle a 30 ans. Alors elle voulait pas grandir, ça rejoint assez ce que vous venez de dire Pascal. Pas de responsabilité, pas s'inscrire dans une vie d'adulte. Elle voulait juste rester collée à ses parents et à ses amis. Elle ne s'en rendait pas compte, mais après une thérapie, elle a complètement changé sa façon de vivre. La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
On parle de dépendance affective avec nos invités. Eudes Semeria, psychologue. On est également avec Pascal Piquet, coach spécialiste de la dépendance affective. Et on est en ligne avec Faustine. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors Faustine, votre témoignage est très intéressant parce que vous étiez une adulte fusionnelle, déjà fusionnelle dans la famille, puisque vous étiez un peu collée à vos parents, vous n'aviez pas forcément envie de grandir, c'est ça ? Ah non, oui, j'avais pas du tout envie de grandir et puis j'avais toujours besoin de leur avis, de leur autorisation pour tout en fait. Il fallait toujours qu'ils décident pour moi. D'une manière générale, mes parents ou mes amis en fait. Je prenais aucune décision par moi-même. Alors, vous le dites également, vous étiez fusionnelle avec vos amis. Ça allait même loin, puisque en fait, il fallait qu'ils soient disponibles pour vous 24 heures sur 24. Et quand ils ne l'étaient pas, vous vous êtes avérée une femme méchante. En fait, vous leur en vouliez. Ah oui, je leur en voulais beaucoup. Par exemple, j'ai une de mes très bonnes amies qui a déménagé pour des raisons professionnelles. Et j'ai vraiment boudé. C'est-à-dire, je lui ai fait la tête. J'ai été très, très méchante avec elle. Parce que j'avais la sensation qu'elle m'abandonnait, en fait. C'était hyper difficile pour moi à vivre, cette sensation-là. Oui, effectivement, Eudes Semeria, c'est la peur de l'abandon. C'est ça. Qui provoque cette façon de se raccrocher à la liane de la dépendance, quoi. On veut pas lâcher. C'est ça, on veut pas lâcher parce que si on lâche, qu'est-ce qui se passe ? On s'effondre, on tombe. Moi, je donne souvent l'image de cette corde à laquelle on est suspendu au-dessus du vide. Ouais. Il y a quelqu'un là-haut, au-dessus du rocher, qui vous tient, et vous vous en foutez de savoir qui c'est en réalité. Hein. Vous voulez juste qu'il tienne la corde. Ça peut être n'importe qui. Donc, c'est pas C'est une bouteille d'oxygène. L'autre devient notre bouteille d'oxygène et on ne peut pas s'en passer. Faustine, pourquoi est-ce que vous êtes allée consulter ? À quel moment est-ce que cette dépendance affective est devenue trop lourde à vivre au quotidien ? Alors en fait, moi, ça a commencé avec une crise d'angoisse que j'ai fait lors d'un enterrement. Moi, je savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Et j'en ai fait de plus en plus. Et c'est ça qui m'a amené à consulter. Et c'est avec la thérapie que j'ai découvert que j'étais dépendante affective et qu'on a pu travailler sur ça. Est-ce que vous aviez déjà eu l'idée que ça pouvait vous concerner ou pas ? Vous avez... Non, rien ? Pas du tout. Je savais pas du tout ce que c'était. Et puis j'étais complètement à côté de la plaque. J'avais vraiment aucune idée. C'est vraiment les angoisses qui ont révélé ça. Alors, dans votre vie professionnelle, également, vous aviez le même fonctionnement, à tel point que vos collègues et vos supérieurs avaient pris l'habitude de vous appeler la petite. Oui, parce qu'en plus, en fait, je parlais un peu comme un bébé. Ça m'arrangeait de prendre une autre voix et une autre posture parce que j'avais pas envie d'assumer en fait les responsabilités et je me disais un enfant c'est quelqu'un à qui on pardonne, on l'excuse, il est pas encore responsable. Donc moi j'étais très confortable avec cette petite voix et ça a été un des leviers de la thérapie aussi de travailler sur changer ma voix en fait. Lorsque vous écoutez, on a toujours des enregistrements que l'on déteste. Hein. Est-ce que lorsque vous écoutez votre voix d'avant, qu'est-ce qu'elle vous provoque cette petite voix de petite fille ? J'ai l'impression que je joue la comédie en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment je pouvais parler comme ça 90% de mon temps en fait. Je pourrais même pas vous le refaire maintenant en fait. Ouais. Eudes Semeria, est-ce qu'elle jouait la comédie, Faustine, ou est-ce qu'elle était sincère ? Non, elle était tout sauf sincère, bien entendu, puisque quand on est dans ce harcèlement fusionnel ou dans la dépendance affective, c'est qu'on n'arrive pas à être authentique en réalité. Donc, par exemple, dans le cas de Faustine, on joue la petite fille, ce fameux enfant intérieur auquel certains croient. Bon, on joue ça, on peut pas être sincère parce que justement, on cherche à utiliser l'autre. On va pas vers l'autre pour des raisons de développement de son potentiel personnel, de découverte, etc. On va vers l'autre parce que il nous tient, il nous protège. Donc on met en scène, alors pas de manière très consciente, bien sûr. La voix, par exemple, la voix enfantine, c'est pas un truc rare. Les gens font ça, mais en disant, c'est mignon, c'est sympa, c'est mon charme et tout. C'est pas la question. La question, c'est quand c'est systématique. Il faut dire à ces patients, vous pouvez garder votre voix de mignonne de bébé, mais dans l'intimité, au boulot, déjà, c'est un peu même plus déplacé. dans l'intimité, moi, quand mes clients me racontent qu'ils agissent comme des bébés ou que la femme prend une attitude ou une voix de petite fille, ça fleure pas bon, parce qu'on n'a pas, dans une relation intime, on n'a pas envie d'être avec un petit garçon ou une petite fille. C'est ça. Si on veut être un homme, on veut une femme à ses côtés, vice versa, mais pas une petite fille ou un petit garçon. Moi, avec le deuxième conjoint de 15 ans de moins que moi, tout le monde me disait, mais tu es sa mère. Je disais, moi, j'ai pas besoin d'un fils. Mais lui, il avait besoin d'une mère. Je m'en suis pas rendu compte. On va parler de votre histoire parce que il y a beaucoup à dire sur cette histoire-là. J'aimerais qu'on revienne avec vous, Faustine. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant, en quelque sorte, que vous habitez votre propre vie ? Ah oui, là, je suis complètement libérée de toutes ces angoisses, de cette dépendance. Et j'ai vraiment appris à me découvrir, en fait. Et c'est extrêmement libérateur.
C'est l'autonomie affective. Exactement. Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle? Ah oui, j'ai beaucoup plus d'assurance déjà dans la vie professionnelle. J'assume ce que je dis, ce que je fais, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et dans la vie privée, en fait, avant, j'avais pas vraiment de relation amoureuse parce que j'avais l'impression que je trahissais un peu mes amis, que je les abandonnais si j'en avais. Et je leur faisais un peu payer d'en avoir également. Et maintenant, en fait, je suis complètement libérée par rapport à ça. Je sais quelles sont mes relations amicales et j'ai plus besoin de me rassurer, en fait. Merci pour votre témoignage, Faustine. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. On va continuer à parler de dépendance affective avec nos invités. Ce qui est fou, c'est que Faustine, elle avait l'impression que ça la concernait absolument pas, mais que les crises d'angoisse l'ont aidé à mettre le doigt dessus, en fait. C'est ça. Et à prendre conscience et à se soigner. Les patients arrivent en consultation, en général, parce qu'ils ont des crises d'angoisse ou une dépression, parce qu'ils ont encore trop attendu. Mais certains, effectivement, disent, mais ah bon, dépendant affectif, ah bon, j'aurais une relation fusionnelle avec ma mère, je m'en étais pas rendu compte. C'était pourtant une évidence de l'extérieur. Hein. Voilà. On continue à parler donc de dépendance affective cet après-midi avec nos invités Eudes Semeria et Pascal Piquet. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. On parle cet après-midi de dépendance affective avec nos invités, Eudes Semeria, psychologue. Le livre de Eudes vient de sortir aux éditions Albin Michel, Le harcèlement fusionnel. Et on est également avec Pascal Piquet. Votre livre, Le syndrome de Tarzan, qui a été un best-seller, a pour origine ce que vous avez vécu. Déjà, Pascal, le syndrome de Tarzan, c'est quoi? Eh bien, c'est la faculté de s'agripper à la même liane toute sa vie qui ne nous convient pas, ou de passer d'une liane à l'autre, par peur de tomber dans le vide affectif. Alors vous-même, où vous situiez-vous au début de l'expérience? On va dire quand même que vous avez fait partie, vous étiez dans une success story extraordinaire. Vous êtes l'une des premières femmes jockeys. Oui. Il y a eu un accident épouvantable qui fait que vous avez été stoppée. J'ai continué. Je passais sous un peloton de chevaux, j'ai continué. C'est vrai que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépendance affective brouille le radar des plus grands génies. Ça n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mauvaise programmation. De votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les gens qui vous encadrent et les événements qui vous arrivent. Donc si ce sont des gens qui sont positifs et des événements positifs, vous allez vous exposer à une belle vie plus tard, vous vous programmez pour une belle vie. De 0 à 15 ans, ça va programmer votre vie d'adulte. Si vous vivez toutes sortes de déboires, eh bien vous allez, votre confiance et votre estime, au lieu d'augmenter, vont diminuer. Et d'échec en échec, eh bien votre confiance et votre estime sont de plus en plus hypothéquées, et plus vous manquez de confiance en vous, plus vous attirez des grands prédateurs. Et c'est comme ça que moi, sur l'échelle de Richter de la dépendance affective, j'étais à 9, 10, 11, 12, parce que j'ai attiré des hommes qui étaient au même niveau que moi. Alors, revenons là-dessus, puisque vous dites que souvent, à l'origine, il y a un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Vous faites une carrière où il y a très peu de femmes, donc immédiatement, vous attirez tous les regards, vous attirez toutes les caméras et la lumière. Donc déjà, vous, l'estime de vous l'aviez. Vous aviez confiance en vous. Femme jockey, il n'y en avait pas beaucoup. Vous vous mariez, c'est à la même époque, donc on est en plein succès. Vous vous mariez. Votre mari vous trompe au bout de 6 mois. Le couple vole en éclats. Vous êtes enceinte de 6 mois aussi. Vous dites d'ailleurs que vous vous mettez aux arts martiaux pour canaliser cette violence qui, sans ça, vous auriez pu assassiner votre mari et sa maîtresse. Oui, j'ai essayé, j'ai fait un épisode psychotique avec mon mari. J'étais au bout du rouleau. C'est quoi un épisode psychotique, pour qu'on comprenne bien? Eudes Semeria. C'est un épisode psychotique, c'est un moment où on perd un peu le contact avec la réalité. On a des idées délirantes, c'est des idées un peu farfelues auxquelles on adhère complètement sans aucun recul. C'est ça. Donc mon mari m'a poussé à bout et du coup, je l'ai attrapé par le col de la chemise. Faut dire que j'étais la cible d'un tir croisé entre son ex qui m'a harcelé pendant de nombreuses années, entre lui aussi qui me harcelait, qui voulait pas quitter la maison, et sa maîtresse, sa nouvelle maîtresse. Donc j'étais la cible d'un tir croisé de 3 personnes. Et moi, j'ai porté mon enfant, j'ai accouché et j'ai essayé d'élever ma fille. Et quand elle a 2 mois, je ne sais même plus ce que mon mari m'a dit. Il est rentré dans la cuisine, je ne sais plus. Ce dont je me souviens, c'est que je l'ai attrapé par le col, je l'ai soulevé, je l'ai traîné jusqu'à la gazinière. Il y avait un couteau à côté de lui. Il lui était penché en arrière sur la gazinière. Et j'ai regardé le couteau dans l'intention, vraiment, de prendre le couteau. Et c'est ce que j'ai vu. Je me suis vu prendre le couteau et puis le frapper de plusieurs coups de couteau. Et à chaque coup de couteau, ça desserrait l'anxiété. Vous parliez, d'anxiété. Ça desserrait les taux de l'anxiété qui m'écrasaient tous les jours et à chaque heure. Et donc, c'était une libération. Je me suis dit, je fais un 3 en 1. Si je le tue,
je me débarrasse de son ex, de lui et de sa maîtresse, et je peux élever mon bébé en toute sérénité. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors qu'est-ce qui vous a retenu? Vous vous êtes réveillé dans une sorte d'état de transe? Rien ne m'a retenu, c'est-à-dire que je pense que c'est mon cerveau qui m'a envoyé les images pour me faire désamorcer, parce que ces images, elles sont dans ma tête. Ce qui fait que mon mari me dit, vas-y, fais-le. Et il me sort de la transe. Là, il me sort de la transe et je ne sais plus dans quel monde je suis. Je pense que ce qui vous a peut-être sauvé, c'est qu'à ce moment-là précis de votre vie, vous avez accepté une responsabilité. C'est-à-dire que vous avez refusé de faire ce geste et de porter cette responsabilité. On en parlera peut-être un peu après, mais effectivement, ça marche aussi dans le suicide. Votre mari vous a dit fais-le et vous a envoyé une responsabilité qui a été très forte. Et vous avez accepté une autre responsabilité qui était de ne pas le faire. Mais vous portiez cette responsabilité. Et quand on a des gens, mais qui menacent de se suicider et qui sont dépendants affectifs, il suffit de leur renvoyer la responsabilité en leur disant ça sera ta faute, ça sera ta responsabilité pour qu'ils ne le fassent pas. Mais moi, surtout, ce que j'ai eu la sensation de vivre, c'est qu'il m'a sorti de ma transe. D'un seul coup, il m'a sorti. J'étais en transe. Je n'étais plus moi-même. J'étais complètement en transe. Et là, je ne savais plus si je l'avais fait ou pas. Mais je n'ai aucun problème de santé mentale. C'est juste la situation parce qu'on va de pire en pire. Donc c'est la situation qui a fait que l'esprit humain ne peut supporter qu'une certaine dose de souffrance. Au-delà, quand on dit familièrement les fils se touchent, c'est ça. On perd la carte. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que tout se joue, que notre construction donc est essentielle pour notre vie d'adulte futur et que tout se passe entre 0 et 15 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie entre 0 et 15 ans qui vous en fait choisir un super connard? Une mère très dominatrice, tout simplement. On n'a pas besoin de vivre de grandes souffrances. Et tout à l'heure, vous souleviez le point que on peut être parfaitement médiatisé, on peut avoir une confiance en soi extrême dans la vie professionnelle et dans la vie d'adulte, redevenir un enfant. Donc vous avez des personnes qui ont une carrière brillante, qui vont se retrouver dans des situations comme moi, simplement parce que sur le plan académique, j'avais une grande confiance en moi, vous avez raison. J'étais une espèce de sex symbole dans le monde des courses, j'ai eu mes moments d'embellie, mais dans ma vie privée, je redevenais une petite fille qui pensait être responsable de mes conjoints et je voulais les sauver pour acheter leur amour. Parce que ma mère me faisait croire que je ne valais rien. Elle me disait que je n'étais douée pour rien et que je n'arriverais à rien dans la vie. Eutséméria. Moi, j'apporterais quand même un tout petit bémol. Quel est votre regard d'ailleurs sur cette histoire? Oui, surtout sur la place de la mère. Quelque part, c'est la mère qui avait la clé de la construction et qui a fait que, à l'âge adulte, alors que tout réussit à sa fille va quand même choisir, dans un état de vulnérabilité affective, celui qui va lui faire du mal. Ça montre qu'elle avait des ressources, que Pascal a des ressources. Bon, maintenant la mère, moi, je pense qu'il faut aussi parler du père. C'est pas spécialement la mère ou le père, c'est l'environnement familial. Pas en ce qui vous concerne, Pascal, mais en général. Et puis l'autre bémol que je mettrais, c'est que il y a quand même une responsabilité personnelle. On ne peut pas laisser penser qu'on est comme ça le jouet des déterminismes. On tombe dans telle famille et tout, parce qu'alors, où est l'espoir? Enfin, mais à un moment donné, on fait des choix. L'espoir est là. Les gens vont se prendre en main, et c'est bien des émissions comme celle d'Isabelle qui sont extraordinaires. C'est que les gens qui nous écoutent vont savoir que leur souffrance repose sur la dépendance affective, qui est le manque de confiance et d'estime, et qui nous pose dans toutes sortes de problèmes. Donc on peut aller chercher notre confiance dans une vie privée et pas dans une vie professionnelle, ou dans une vie professionnelle et pas privée. Et puis vous aviez des ressources énormes quand même. D'abord, j'étais une dure à cuire, ça. Mais ça vous a sauvé, parce que ça compense. Complètement. Je suis une combative, vous avez raison. Justement, on va continuer l'histoire, comme vous le dites, de la dure à cuire, parce que l'histoire de Pascal ne s'arrête pas là, loin de là, ce serait trop simple. Pascal, vous prenez votre petite fille sous le bras et vous allez vous installer au Canada. Au Canada. Alors, dans ces bagages, vous emmenez donc le boulet, parce que celui-là, non seulement il va vous ruiner financièrement, il vous dépouille complètement. Pour qu'il accepte de quitter le domicile conjugal, il faut que vous appeliez la police, et tout ça à l'issue carrément d'une scène de violence conjugale, vous battiez. Donc là, on va essayer de comprendre aussi pourquoi, après le premier mari qui n'était pas top, vous avez choisi de persister dans l'erreur de casting. La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin. Le harcèlement fusionnel, c'est le titre du livre de notre invité, Eutséméria, paru chez Albin Michel. Le syndrome de Tarzan, écrit par Pascal Piquet aux éditions Béliveau. Un livre, Pascal, qui reprend quelque part, qui a pour origine votre expérience, votre vécu. Et donc là, on vous a suivi. Donc toujours destination au Canada, vous vous installez, une vie magnifique, une maison extraordinaire, sauf qu'il y a le deuxième mari qui n'est pas mieux que le premier. Il est pire. Pourquoi vous l'avez choisi, celui-là? Il est pire. C'est-à-dire que j'ai pris un mari de 10 ans de plus que moi, pensant que ça irait, un modèle 1952, et puis je l'ai échangé contre un modèle 1975, pensant qu'il aurait toutes les options, et il était pire que l'autre.
En fait, la confiance s'amenuise et on attire des plus grands prédateurs. Moins vous avez confiance en vous, plus vous attirez des grands prédateurs. Et plus vous montez dans les étages de la dépendance, et puis la fameuse échelle de Richter, plus ça tombe dans la violence. Et je dois dire que ce ne sont pas mes conjoints qui m'attaquaient, c'est moi qui les attaquais. Mais j'ai appris qu'il vaut mieux appeler la police, et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la police, donc la police a tout de suite répondu et m'a dit « Madame, êtes-vous en danger ?» Et j'ai répondu « Non, pas moi, lui. 1m85, moi 1m65, mais non, c'est lui qui est en danger. » On est en ligne avec Théanie. Bonjour Théanie. Bonjour. Vous êtes en couple depuis 5 ans, et alors vous étiez dans un état de dépendance affective. En fait, vous attendiez tout de votre compagnon. Il devait totalement vous prendre en charge, s'occuper de vous en permanence, vous ne faisiez rien. Les cartes étaient distribuées comme ça, au sein de votre couple. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà une idée de pourquoi vous fonctionniez, on va parler au passé puisque vous avez changé, pourquoi vous fonctionniez comme ça ? Écoutez, je pense que je manquais beaucoup de confiance en moi et puis j'avais peur de, je pense, prendre mes responsabilités et donc je faisais porter un peu ça à mon compagnon et c'était plus confortable pour moi de pas agir et de rester dans un état où c'était l'autre qui était responsable de moi. Comment ont démarré les premières disputes ? Puisqu'au bout d'un moment, ce schéma ne fonctionnait plus. Les premières disputes, je pense que, je souffrais de dépression quand même, il y avait un terreau dépressif. Et je pense que ça a démarré quand je devenais presque irrationnelle dans ces moments de dépression. Et où j'attendais finalement un peu tout de mon compagnon, j'attendais qu'il me console, j'attendais qu'il trouve la solution, j'attendais qu'il finalement me sorte de cet état. Et là, les disputes, mon compagnon, c'était quelque chose qui forcément le rendait anxieux. Et je pense que c'est là que les disputes ont éclaté. Et le reste, il arrivait, il gérait tout ce qui était papier, tout ça. C'est presque... Mais ça, c'était un terrain qui était trop anxiogène, je pense, pour tous les deux. Eutsemeria, est-ce que ce scénario peut fonctionner longtemps ? Parce que quelque part, donc on voit que Théanie attendait tout de son compagnon, mais peut-être que pour lui, il y a un rôle qui est très valorisant. Oui, celui qui donne tout le bonheur, le confort, la quiétude, celui qui est un petit peu omnipotent. Et qui contrôle. Et justement, il faut dire que quand on est dépendant affectif, on n'attire pas forcément toujours des prédateurs. On peut en attirer au passage. Mais il est beaucoup plus fréquent d'attirer des gens qui sont eux aussi un peu dépendants, mais sur le mode contrôlant. C'est le cas, je pense, du conjoint de Théanie. Donc ça peut durer des années, ça peut durer 2-3 ans, mais pas indéfiniment, parce que immanquablement, on arrive à de la violence. La violence, c'est le propre du harcèlement fusionnel, de la fusion. C'est-à-dire qu'on peut se parler mal, on peut se taper dessus, parce que finalement, c'est comme si on se tapait sur soi-même, au fond. Verbalement. Ça porte pas à conséquence. Donc là, ça finit par devenir... Et puis surtout, vous ratez votre vie dans un couple comme ça. Vous êtes tellement pas authentique et tellement effondré, des deux côtés. Que ça marche pas. Alors, vous avez décidé, Théanie, de commencer une thérapie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de la thérapie ? Comment vous allez-vous et comment va votre compagnon ? Écoutez, on va mieux. On va mieux. Ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'à un moment donné, à force de quotidien un peu prendre mes responsabilités, petit à petit, c'était vraiment petit à petit, j'ai pu prendre un peu confiance en moi et j'ai pu presque apprécier d'être seule. Et que j'ai commencé à goûter aux joies de l'autonomie, si j'ose dire, très tard. C'est-à-dire, le plaisir d'avoir fait quelque chose de moi-même, le plaisir, parce que parfois, je suis même contente, d'être seule, de pouvoir faire quelque chose par moi-même. Donc, je lui dis, écoute, là, laisse-moi faire. C'est déjà un grand progrès, ça. Le plaisir a remplacé le besoin. Le plaisir a remplacé le besoin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci, Théanie, avec cette nouvelle donne dans le couple, puisque votre compagnon qui est habitué à tout faire pendant 5 ans, là, tout à coup, c'est comme s'il se sentait dépossédé de son utilité. Comment il l'a vécu, lui ? Mais c'était complètement ça. C'est-à-dire que la première semaine, ça a été très compliqué pour lui parce que il se sentait totalement perdu, totalement inutile. Il savait plus trop du tout comment se positionner. Je pense qu'en plus, il y a beaucoup d'anxiété de me perdre, de ne pas être assez... Si je ne lui suis plus utile, pourquoi est-ce qu'elle reste avec moi ? C'est ça. Donc lui aussi, ça le renvoie à d'autres questions.
Bah, tout de suite, il y a un vide de sens. Eutséméria, oui. Oui, il y a un vide de sens chez l'aidant, celui que j'appelle l'aidant. J'ai beaucoup de cas comme ça en thérapie, où il y a un effondrement du conjoint quand celui qui est dépendant arrive à se prendre en main. L'autre, il y a un trou, quoi. Il dit mince, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de. À quoi je sers? Il y en a un qui s'appuie sur l'autre. Donc, il y en a même qui se servent de béquilles. Donc, c'est une vraie inversion, oui. Oui, l'un et l'autre s'appuient. Il y en a un qui donne, l'autre qui prend. Ils s'appuient. C'est un deal entre eux. Et puis, mais quand il y en a un qui se redresse, l'autre dérape. Parce qu'il a plus sa béquille, et celui qui a l'habitude d'être le sauveur, il n'a plus rien à sauver. Donc on sait, les belles en détresse, messieurs, laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. Les beaux ténébreux qui souffrent aussi, laissez-les sur le bord de la route. Il y a Eudes et Pascal Piquet, mais ne touchez pas à ça. Merci Théanie d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci de nous avoir fait partager votre expérience. On va se retrouver dans un instant. On continue à parler de ce fameux piège fusionnel. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne si bien et pourquoi certains d'entre nous ont tant de mal à s'en libérer? La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. On parle cet après-midi de dépendance affective. On a eu beaucoup de témoignages. On est avec Eutséméria, psychologue. Votre livre, Le harcèlement fusionnel, est sorti chez Albin Michel. On est avec Pascal Piquet. Donc, votre livre, Le syndrome de Tarzan, raconte votre histoire et que vous avez fait de cette histoire qui n'était pas facile. Vous en avez fait une réussite et surtout un best-seller qui est sorti aux éditions Béliveau. Pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien, cette espèce de piège fusionnel? Pourquoi est-ce qu'on est tous capables d'être manipulés par l'autre comme ça? Pourquoi est-ce que, comme le disait Pascal, quand un homme voit une jolie femme éplorée sur le bord de la route, il va s'arrêter? Et pourquoi quand nous, on voit un homme qui souffre, ça réveille l'infirmière qui sommeille en nous? C'est un rôle de dominateur-dominé. En fait, dans un couple équilibré, les deux sont ce que j'appelle des dominants. C'est-à-dire qu'ils ne dominent personne, ils ne sont dominés par personne. Ils sont autonomes affectivement, ils sont heureux et ça fait un couple heureux. Mais quand on est dans un déséquilibre, il y en a forcément un qui va dominer l'autre. Et ça peut changer d'une minute à l'autre, oui, d'ailleurs. Ça peut alterner dans le même couple. C'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc c'est une relation dominateur-dominé. C'est la raison pour laquelle les dominateurs attirent les dominés, vice-versa. Moi, je dirais qu'il y a autre chose. C'est ce qu'on appelle la loyauté familiale. C'est-à-dire que c'est rare d'être dans une histoire de dépendance comme ça ou de harcèlement fusionnel avec un inconnu. Ça arrive avec les gens qui vous sont proches. Donc ça arrive avec une mère, un père, un frère, un enfant et un conjoint. Parfois les amis. Avec les inconnus, oui. Avec la peur du jugement. Quand on dépend des autres par la peur du jugement, même des gens qu'on ne connaît pas, par manque de confiance en soi. Mais alors le harcèlement sera diffus, il passera d'une personne à l'autre, chez inconnus. Oui. Là où vous êtes réellement piégé, c'est quand les gens sont attachés par ce qu'on appelle cette loyauté familiale, qui est un concept de psychologie systémique familiale, qui est que simplement on est élevé dans une famille, on a une dette envers les autres. Oui. S'il y en a un de la famille qui va pas bien, on se précipite pour l'aider. Et puis s'il va pas bien pendant 2 mois, 3 mois, 3 ans, 10 ans, on est de plus en plus piégé parce qu'on essaye on l'a dans la contre vents et marées de le relever. On assied la personne dans la brouette, moi j'appelle ça la brouette, et puis on empile les gens dans la brouette, et à un moment donné, c'est ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvée à genoux par terre, incapable de me relever physiquement, j'étais au bout du rouleau. Au bout du rouleau, je n'avais plus rien qui tenait debout, même pas moi. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la peur quand vous avez quelqu'un que vous aimez, qui fait partie de votre entourage, de votre famille, qui vous dit, et qui vous le dit sans cesse, je te préviens, si tu viens pas, je saute par la fenêtre, je me suicide et tout. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne attitude? Vous dites, faut renvoyer l'autre à son problème. Oui, mais on a une trouille bleue de prendre le risque. Bien sûr, je l'ai vécu personnellement, comme je le dis dans le livre. J'avais un proche comme ça qui était à menacer de se suicider tous les quarts d'heure. Et un jour, et alors c'était avant d'être psychologue, ça remonte à des années, je comprenais pas cette situation, mais instinctivement, je lui ai dit, c'est ton problème, c'est toi, si tu te suicides, c'est ta responsabilité. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'il faut faire absolument, dans le doute. C'est la seule façon. C'est la seule façon d'empêcher le suicide, parce que tout à coup, cette responsabilité explose au visage de il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Elle ne peut plus passer à l'acte. Exact. Puis la personne ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir, mais elle veut qu'on l'aide à arrêter de souffrir. Elle veut juste qu'on soit là tout le temps. C'est ça. Elle veut porter un peu comme un bébé, son emprise. Un fœtus. C'est un peu ce qu'on appelle le fantasme du fœtus. Je veux être porté, être vivant, mais je ne veux pas exister. C'est-à-dire porter des responsabilités, aller dans la vie, rester en coulisses. Alors merci à tous les deux pour toutes vos explications. Pascal Piquet, votre livre Le syndrome de Tarzan, lui, est aux éditions Béliveau.